autre chose alors. Seigneur, dans ce cas, pouvez-vous nous parler des maux et fragilités de votre monde? Diantre. Je vais vous citer une année de notre époque, l'année 1660. C'est l'année où la mortalité est la plus forte dans le royaume. L'année 1660. On fait dénombrer les populations, et c'est en cela qu'on a ça. En 1660, j'aime bien l'expression de votre époque, la moyenne d'espérance de vie. Elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Elle est de l'ordre de 25 ans pour les dames et 28 ans pour les messieurs. Sur son naissance, en 1660, le premier quart n'atteint pas l'âge d'un an. Le deuxième quart atteint à peine les 20 années de vie. Le troisième quart ne dépasse guère les 40 années. Et du quatrième et dernier quart, il n'y en a seulement que 4. 4 naissances sur 100 qui dépasseront les 60 ans. Pour ma part, je m'éteindrai à 74 ans dans des circonstances que j'évoquerai à la fin. Je finira par la fin. Notre roi Louis XIV, mais je sais dans quel état, à 77 ans. Un règne très long. Et le jardinier de Versailles, monsieur Le Nôtre, qui dessine les jardins de Versailles et d'autres demeures seigneuriales, le savez-vous. 85 ans. Ce n'est pas si rare, ça existe. Mais en réalité, seul le ciel commande à notre bien-être. En réalité, nous avons 3 fléaux à combattre. La guerre, premièrement la guerre. La guerre est dévastatrice. Et là, j'attire votre attention sur la différence qu'il vous faut faire entre le guerrier et le soldat. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle peut être la différence entre le guerrier et le soldat? Je vais vous le dire. Le guerrier, qui est souvent un mercenaire qui combat pour une armée, quel que soit le prince, va partir avec tout son régiment, et comme on fait la guerre, même si on gagne une bataille, on va en profiter pour tout dévaster. Alors on ruine les villages, on pille, on incendie, on viole, on fait toutes ces vilainies, on tue, on massacre, alors que le soldat, lui, son devoir premier est de protéger les habitants, de protéger le royaume et les populations. Elle est là, toute la différence. Au début, je combattrais, lorsque déjà, avant que je sois jeune ingénieur, en 1655, aux côtés d'Henri de la Tour d'Auvergne, que vous connaissez sous le nom de vicomte de Turenne, maréchal de France par ailleurs. J'ai suivi Turenne, mais il a des pratiques vraiment désastreuses, et au siège de Brisac, notamment en 1638, pendant la guerre de 30 ans, il combat pour le Bernard de Saxe-Weimar, il emporte le siège de Brisac, mais le siège est si sanglant. La population a fui quand elle n'est pas charpie, oxyde et trépassée, et la ville est en vraie désolation. Et lorsque je viens fortifier, moi, M. de Vauban, en 1664, je trouve une ville désolée, ruinée et sans âme qui vive. Eh bien, moi, M. de Vauban, je ne veux point de ça. Je dirais la sueur épargne le sang. Brûlons plus de poudre, versons moins de sang. Ça veut dire qu'il vaut mieux s'attacher à bien défendre les frontières en fortifiant, en construisant des forteresses qui sauront résister aux canons ennemis, que je ferai réputer surtout, autant que faire se peut, imprenable, de manière à protéger les soldats qui la servent et ses habitants. J'y reviendrai à propos du nouveau Brisac que vous avez là. Mais j'ai ce souci constant à la mémoire, garder en vie, préserver la vie de l'humain. Je dirais la guerre a pour père l'intérêt, pour mère l'ambition et pour proches parents toutes ces passions qui nous animent au mal. Elle a paru en ce monde aussitôt que les premiers hommes. Ses occupations sont la destruction des humains, les saccagements des pays et la désolation générale de tous les peuples. Ce à quoi j'ajouterais que l'homme de guerre qui ne connaît que son épée n'est point capable de grand-chose. Alors la guerre, c'est déjà un fléau important que je vais, moi, monsieur de Vauban, essayer d'arrêter. Je caresse ce vieux rêve d'enfant, je voudrais pour une bonne fois arrêter la guerre, et lorsque je commence mes études aux grandes écoles de Semur en Haute-Foix, et ailleurs après aux côtés de l'ingénieur de Clermont, eh bien, je vais pousser mon souci jusque-là, faire en sorte que nos frontières soient bien bordées, voyez-vous. Et c'est pour ça que vous avez autant de forteresses qui vous restent dans vos paysages,
comme ceci. Le deuxième fléau qui nous vient, ce sont les famines. Parce que nous avons de bonnes et de mauvaises récoltes, de bonnes et de mauvaises années selon les saisons qu'il fait. Alors quand nous avons des bonnes récoltes, on va faire, autant que faire se peut, des réserves. Mais lorsqu'il y a deux mauvaises saisons qui se suivent, eh bien c'est la misère, c'est la famine. Et là, il y a une mortalité très forte, et les gens s'affaiblissent et finissent par trépasser comme ça, de ne pouvoir manger à leur faim. Ça aussi, c'est une désolation, les famines. Vous ne connaissez point ce fléau, car j'ai vu, vous maintenant, aujourd'hui, toutes ces aisances que vous avez dans votre consommation alimentaire de tous les jours. Et vous avez ces grands magasins interminables avec de longs couloirs et de grands rayons. Et vous avancez vos chariots, mesdames. Et on charge, on en met pour acheter la troisième gratuite. Alors, il me faut de ci, de ça. On remplit le chariot. Quelquefois, ce sont les messieurs qui poussent le chariot et la dame analyse. Et la dame a fait le capitaine de la cambuse. Alors donc, on fait ce qu'il faut pour qu'on charge. Oh, on a dépassé la date limite de fraîcheur, on rejette. Mais dites-moi, mesdames, moi, monsieur de Vauban, 382 ans plus tard, est-ce que j'aurais dépassé la date limite de fraîcheur tout de même? Sacre bleu. Donc nous avons ceci. Et puis, dernier fléau, ce sont les maladies, dont on ne sait jamais comment elles nous arrivent. Et puis toutes ces plaies, toutes ces blessures, même les plus anodines, à la campagne, on peut se blesser en fauchant un peu d'herbe, en coupant, en sciant une branche d'arbre, etc., et qui finissent toujours par emporter la personne qui en est affectée. Nous sommes tellement très fragiles, et nous ne savons pas à quoi c'est dû. On n'a pas encore de grands savants qui se penchent sur cela, et en matière de médecine, nos apothicaires, nos médecins, nous fournissent des drogues, des poudres, toutes sortes de choses qui ne font guère de mieux.